Mes parents ont séché ma remise de diplôme de maîtrise pour la journée spa de ma sœur. 1 an plus tard, ils m'ont supplié d'organiser sa fête de départ pour l'université dans le lieu de ses rêves. Ils n'avaient jamais imaginé la fête que j'allais organiser, ni qu'il ne serait pas sur la liste des invités. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour voir la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La fièvre est tombée pendant le discours soporifique de l'orateur sur la construction de l'avenir. Ironique, considérant que j'étais sur le point d'obtenir une maîtrise en architecture et que mes propres fondations me semblaient s'effondrer. J'étais malade. Pas juste un peu patraque, mais avec une fièvre à 39 degrés Celsius, toussant si fort que mes côtes me faisaient mal. J'avais passé les dernières 48 heures à alterner entre des doses massives de vitamine C et à apporter les touches finales à mon portfolio final. Un flou délirant et sans sommeil qui avait abouti à ceci, moi, assise au 3e rang des diplômés, essayant de ne pas m'évanouir dans ma toge et mon mortier loué. Mais la misère physique n'était qu'une douleur sourde comparée à la douleur des sièges vides. Section 12, rangée G, sièges 14, 15 et 16. J'avais moi-même scotché les billets sur le réfrigérateur il y a 2 mois. Ma mère, Margaret, avait dit « Oh, Elina, comme c'est merveilleux. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. » Mon père, David, avait hoché la tête par-dessus son journal. Ma sœur, Chloé, avait levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour demander si le stade avait une bonne connexion Wi-Fi. Maintenant, ces sièges me dévisageaient. 3 taches de plastique bleu vide dans une mer de famille encourageant et rayonnante. J'avais essayé de les appeler ce matin-là. Les téléphones de mes parents allaient directement à la messagerie vocale. Celui de Chloé a sonné une fois, puis s'est déconnecté. J'avais envoyé un SMS, la cérémonie commence à 10 heures. Je suis tellement nerveuse. J'ai hâte de vous voir. Pas de réponse. Au début, j'avais trouvé des excuses. De la circulation? Il devait y avoir une circulation terrible. Ou peut-être que la voiture de papa était tombée en panne. Oui, c'était ça. Ils étaient probablement stressés et paniqués, essayant de me rejoindre. Mais alors que la procession commençait, alors que nous entrions dans le stade, un sentiment plus froid et plus lourd s'est installé dans mon estomac. Ils n'étaient pas seulement en retard. Ils ne venaient pas. La grippe, l'épuisement, le stress de mes examens finaux, tout cela pâlissait en comparaison de la piqûre de cette prise de conscience. J'avais travaillé si dur pour ça. Mes parents avaient toujours été différents avec moi et Chloé. J'étais la personne capable, la personne responsable. Chloé était la personne sensible, l'enfant chéri qui avait besoin de protection, de cajolerie et d'une validation coûteuse et constante. J'étais celle qui avait un emploi à temps partiel pour payer mes propres fournitures de dessin en premier cycle. Chloé était celle qui avait une nouvelle BMW pour son 16e anniversaire. J'étais celle qui était restée à la maison d'un voyage d'études à l'étranger pour aider mon père à se remettre d'une opération mineure. Chloé et ma mère étaient celles qui étaient allées à Paris 2 semaines plus tard pour le réconforter du stress de tout cela. J'étais celle qui comprenait. J'étais toujours celle qui devait comprendre. Mais ça semblait différent. C'était une étape importante, une maîtrise. J'étais la première personne de notre famille immédiate à en obtenir une. J'ai jonglé avec un stage brutal et une charge de cours complète, en partie pour m'assurer de pouvoir payer mon propre loyer parce que je savais que chaque dollar disponible à la maison était consacré au potentiel de Chloé, à son cheerleading compétitif, à ses tuteurs privés, à sa garde-robe de créateur en constante expansion. Elina Russo. Mon nom m'a ramené à la réalité. Ma rangée était debout. Il était temps. Je me suis levé, mes jambes tremblant à cause de la fièvre et de l'adrénaline. J'ai marché vers la scène, mes yeux scannant cette rangée vide une dernière fois. Rien, juste un vide. J'ai serré la main du doyen, accepté le tube du diplôme et souri pour une caméra dont je savais que ma famille n'achèterait pas de tirage. Les applaudissements de mes camarades de classe étaient un rugissement, mais le silence de ces 3 sièges vides était assourdissant. En revenant, une vague de vertige m'a frappé. J'ai cherché mon téléphone, désespéré d'avoir une explication. Une crevaison, une urgence familiale, n'importe quoi, sauf la vérité que je commençais à craindre. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un nouveau message de maman. Mes doigts, glissant de sueur, ont failli faire tomber le téléphone. J'ai cliqué pour l'ouvrir.
Une vague de soulagement désespéré et insensé m'a envahi. Ils avaient essayé de me joindre. C'était un message photo. Ma mère et ma sœur Chloé, elles rayonnaient, les visages rouges et heureux. Elles portaient des peignoirs en tissu éponge blanc, leurs cheveux enveloppés dans des serviettes assorties. Derrière elles, une enseigne gravée dans du verre dépoli indiquait Tranquility Wood Spa and Resort. Le texte sous la photo disait « Désolé, ma chérie. Chloé avait besoin de ce week-end entre filles avant ses examens finaux. Elle était tellement stressée. On te fêtera plus tard, Zox. » J'ai regardé le message. Je l'ai lu une fois, 2 fois, une 3e fois. Les mots nageaient devant mes yeux, se brouillant avec le vert artificiel vif du logo du spa. Et il avait besoin était tellement stressé. Ses examens finaux. Chloé était en première année à l'université. Ses examens finaux étaient dans 2 semaines. Ma remise de diplôme, le point culminant de 6 années d'études supérieures, de nuits blanches penchées sur des tables de dessin, de sacrifices et d'économies et de travail acharné, était aujourd'hui. En ce moment même. J'ai regardé leur visage souriant, leur concombre sur les yeux, un bonheur sans souci. Elles n'étaient pas paniquées. Elles n'étaient pas dans la circulation. Elles n'avaient même pas oublié. Elles avaient fait un choix. Elles avaient choisi un week-end au spa plutôt que ma remise de diplôme. Une toux sèche et rauque m'a traversé, et j'ai eu l'impression que quelque chose se détachait à l'intérieur. Ce n'était pas seulement du flegme. C'était le dernier fil effiloché de l'illusion à laquelle je m'étais accroché pendant 23 ans. L'illusion que capable signifiait aimer. L'illusion que si je travaillais assez dur, si j'obtenais assez de succès et si je ne demandais rien, je serais un jour suffisante. Debout là dans ma toge et mon mortier, toussant dans un mouchoir en papier froissé alors que la cérémonie se terminait autour de moi, j'ai réalisé que la trahison était bien plus froide que la fièvre. Et c'était un froid que je savais au fond de moi que je n'oublierais jamais. Les félicitations de mes camarades de classe et de mes professeurs me donnaient l'impression de me noyer. Tout le monde embrassait sa famille, prenait des photos, réservait des dîners. J'ai juste souri, hoché la tête et me suis frayé un chemin à travers la foule, mon tube de diplôme serré dans ma main comme un bâton de relais. Mon seul objectif était de rentrer à mon appartement et de m'effondrer. Ma colocataire Sarah, dont la propre famille était en ville, m'a regardé et son visage s'est décomposé. « Elina, tu as l'air affreuse. »« Et où sont-ils » Je n'ai pas eu à dire qui étaient-ils. J'ai juste secoué la tête, ma gorge trop serrée pour former des mots. La photo du spa brûlait toujours sur l'écran de mon téléphone. Je n'arrivais même pas à me résoudre à la lui montrer. C'était trop humiliant. « Oh, Elina, dit-elle, me serrant dans ses bras et je m'y suis appuyé plus que je ne l'aurais voulu. Va te coucher. Je t'envoie un texto plus tard. » J'ai hoché la tête, reconnaissante, et j'ai fui. De retour dans mon petit appartement ensoleillé, j'ai jeté le diplôme sur mon bureau, enlevé la toge qui ressemblait maintenant à un costume et je suis tombé dans mon lit, toujours dans ma robe. La fièvre, l'épuisement et le coup de poing émotionnel ont formé un cocktail toxique qui m'a assommé. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans une pièce sombre avec un mal de tête lancinant. Mon téléphone était une constellation clignotante de notifications. Texto d'amis, félicitations, diplômé. Fête ce soir. Tu l'as fait. Et un appel manqué de maman. Un goût amer et métallique me remplissait la bouche. J'ai laissé sonner. Et encore. À la 3e tentative, j'ai finalement décroché, ma voix rauque. Allô, Elina. Chérie, on essaie de te joindre. La voix de ma mère était désinvolte, comme si elle appelait pour bavarder de la météo. Tu as passé une bonne journée. J'ai reçu mon diplôme, maman, dis-je, les mots plats et lourds. Je sais, je sais. Nous sommes si fiers. Écoute, le service ici est vraiment affreux. Nous avons été dans les bains de boue tout l'après-midi. Chloé était hilarante. Elle a dit qu'elle se sentait comme un hippopotame. Margaret a ri, un son clair et tintant qui me faisait mal aux dents. Vous l'avez manqué, dis-je. Il y a eu une pause. La désinvolture affaiblit juste une seconde. Eh bien, oui, ma chérie, j'ai expliqué. Chloé était juste à bout de nerfs. Cette première année d'université a été si dure pour elle, et avec les examens finaux, tu sais comment elle devient. Tu es si capable. Tu as toujours si bien géré la pression. Nous savions que tu comprendrais. Je savais que tu comprendrais.
La devise familiale, le poignard qui était toujours tordu avec un sourire. J'avais 39 de fièvre, ai-je murmuré. J'étais malade. Oh, mon Dieu! Tu n'aurais probablement même pas dû y être. Tous ces germes. Eh bien, repose-toi. Nous serons de retour demain, et nous t'emmènerons dîner pour te fêter. Maman, dis-je, un étrange calme froid s'installant en moi. Pourquoi avez-vous même pris les billets? Quoi? Oh, eh bien, nous avions bien l'intention de venir, Elina. Tu le sais. Mais ce week-end au spa, c'était une réservation de dernière minute, non remboursable que Chloé a trouvée. Et c'était une si bonne affaire. Et c'était le seul week-end qu'ils avaient. C'était juste, tu sais, un mauvais timing. Un mauvais timing. Ma remise de diplôme était un mauvais timing. Et papa, demandai-je. Oh, il est juste là. Je l'ai entendu lui passer le téléphone. Elina, fière de toi, ma grande. La voix de mon père grondait, distante et maladroite. Grand jour. Vous avez pensé qu'un spa était plus important, dis-je. Écoute, commença-t-il, sa voix prenant ce ton conciliant de ne rends pas ta mère malheureuse. Ta mère et ta sœur avaient besoin d'une pause. Tu es une adulte maintenant. Tu sais comment ça se passe. Eh bien, à demain. Avant que je puisse dire un mot, la ligne a cliqué. Il avait raccroché. J'étais assise dans le noir, le silence de mon appartement amplifiant les bourdonnements dans mes oreilles. Il ne s'était pas excusé. Il ne s'était même pas senti coupable. Il l'avait justifié, avait minimisé mes sentiments et était passé à autre chose. Le grand dîner qu'ils avaient promis serait tout à leur sujet, sur la façon dont ils me fêtaient, se débarrassant de toute culpabilité pour une assiette de pâtes à $50. J'ai pensé aux 6 dernières années, au sacrifice, à la préférence désinvolte et constante pour Chloé. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un schéma et un défaut structurel profond dans les fondations de notre famille. Et en tant qu'architecte, je connaissais tous des défauts structurels. Vous pouvez les réparer, vous pouvez les peindre, mais finalement, le bâtiment s'effondrera. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. Mon reflet, un ovale pâle dans la fenêtre sombre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes finances personnelles, les feuilles de calcul que je tenais méticuleusement. J'ai regardé mes prêts étudiants, mes économies, mon budget pour mon nouvel emploi d'architecte junior qui commençait dans 2 semaines. Puis j'ai ouvert un dossier séparé, un dossier que je regardais rarement. C'était un héritage de ma grand-mère, la mère de mon père, une femme sévère et silencieuse qui m'avait toujours regardé avec un regard troublant et connaisseur. Elle m'avait laissé son petit duplex entièrement payé dans un quartier en transition, et uniquement à moi, dans une fiducie inébranlable dont j'obtiendrais le contrôle total le jour de mon 23e anniversaire, qui était le mois dernier. Mes parents le savaient, bien sûr, mais ils l'avaient toujours rejeté. Oh, cette vieille chose, disait Margaret. Les impôts doivent être un cauchemar. Tu devrais juste laisser ton père s'en occuper. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais lu les petits caractères. J'avais rencontré l'avocat. Je savais exactement ce que ça valait. C'était mon filet de sécurité, mon plan d'évasion. Ils m'ont toujours vu comme la personne fiable, celle qui comprendrait tout simplement. Ils avaient oublié le cadeau de grand-maman. Ils avaient oublié que j'étais celle qui lisait les petits caractères. J'ai fermé l'ordinateur portable, le calme froid toujours installé dans ma poitrine. Je n'irai pas au dîner de célébration. Je ne leur enverrai pas de SMS. Je n'appellerai pas. J'arrêterai tout simplement. J'arrêterai d'être la personne capable. J'arrêterai d'être celle qui comprend. Voyons combien de temps il leur faudrait pour s'en apercevoir. Le texto du grand dîner est arrivé le lendemain. Tuscany Grill à 19h. Sois là. Je n'ai pas répondu. À 19h15, mon téléphone a vibré. En retard. À 19h45, un appel. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elina, c'est ridicule. Nous sommes là. Nous t'avons commandé un apéritif. Appelle-moi. La voix de Margaret était tendue d'agacement. À 20h30, un dernier texto de Chloé. Ouah, super façon de gâcher ta propre fête. Maman est fâchée. Le silence qui a suivi était glorieux. Il a duré 2 semaines. Au cours de ces 2 semaines,
j'ai commencé mon nouvel emploi dans une entreprise prestigieuse. J'ai emménagé dans un nouvel appartement plus petit, plus proche de mon bureau, en utilisant le loyer du premier mois de mon duplex de grand-mère pour couvrir la caution. J'étais bonne dans mon travail. Mes patrons étaient impressionnés par mon portfolio. Je travaillais tard. J'apprenais vite. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais valorisé. Ma capacité était un atout, pas une attente. L'appel est finalement arrivé un samedi matin. C'était Margaret. Son ton n'était pas en colère. Il était confus, comme si elle avait essayé d'utiliser une carte de crédit et qu'elle avait été refusée de façon inattendue. « Elina, ma chérie, nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Nous étions inquiets. » J'ai été occupé, dis-je, en sirotant mon café et en regardant des plans. J'ai commencé mon travail. Oh, merveilleux. Mais tu n'as pas répondu à propos du dîner. Nous avons été très blessés. J'étais malade, maman. Et puis j'étais occupé à déménager. Déménager? Pourquoi déménagerais-tu? Tu avais un appartement parfaitement bien. J'avais envie d'un changement. Il y a eu un soupir d'air exaspéré. Cela ne se passait pas selon son scénario. Eh bien, ta sœur a besoin de toi. Elle a un moment terrible avec sa colocataire, et elle a besoin de rompre son bail, mais elle s'inquiète de la pénalité. Je pensais qu'avec toi étant si doué avec les contrats et les petits caractères. Voilà, la demande. Je n'étais pas une fille. J'étais une ressource. Je ne suis pas avocate, maman. Elle devrait lire son bail. Elina, ne sois pas difficile. C'est ta sœur. La famille est de la famille. Tu as toujours été si dévouée. C'était le mot qu'elle utilisait toujours, dévoué. Ce n'était pas aimer. C'était dévoué comme un serviteur ou un chien. Je suis dévoué, maman, dis-je, ma voix calme. J'étais dévoué à mes études. J'étais dévoué à l'obtention de ma maîtrise. J'étais dévoué à l'idée que ma famille serait fière de moi. Nous sommes fiers, insista-t-elle. Assez fiers pour se présenter? La ligne devint silencieuse. J'avais enfin dit ce qu'il ne fallait pas dire, la vérité l'est gênante. Je t'ai dit, balbutia-t-elle. Chloé avait besoin d'eux. J'avais besoin de vous aussi, dis-je. Et la simple vérité de la chose faillit me faire plier les genoux. J'étais malade. J'étais seul. Et vous preniez des bains de boue. C'est très injuste, Elina. Tu essaies de nous faire sentir coupables après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, maman? Dernièrement? Vous avez financé la vie de Chloé. J'ai financé la mienne. J'ai payé mes propres frais de dossier de maîtrise. J'ai payé mes propres livres. J'ai travaillé 20 heures par semaine à la bibliothèque d'architecture pendant que Chloé s'envolait pour Canquin pour les vacances de printemps à vos frais. Chloé est différente, cria-t-elle, sa voix montant à un ton aigu. Elle est sensible. Elle n'a pas ta force. Le monde est plus dur pour les filles comme elle. Tu es intelligente. Tu es capable. C'est juste plus facile pour toi. Non, maman, dis-je, le calme froid de la nuit de la remise des diplômes revenant, se solidifiant en acier. Ce n'est pas plus facile pour moi. Vous avez juste rendu les choses plus difficiles. Toi et papa, vous m'avez fait porter mon propre poids et celui de Chloé aussi. Je pouvais l'entendre respirer, brusquement et avec colère. Je pouvais parfaitement l'imaginer, debout dans sa cuisine blanche immaculée, une main sur la hanche, le visage pincé. Chloé était probablement à table en train de se vernir les ongles, écoutant avec un intérêt paresseux. Je ne sais pas qui est cette nouvelle personne froide, Elina. Mais je ne l'aime pas, dit Margaret, sa voix dégoulinant de venin. Je ne suis pas nouvelle, maman. J'ai juste fini. J'ai fini d'être la personne capable. J'ai fini de comprendre. À partir de maintenant, je vais juste être moi. Et moi est très occupé. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Ça veut dire ne me demande pas de lire le bail de Chloé. Ne me demande pas de conseils juridiques ou financiers, ou de réparer ton imprimante. Je ne suis plus ta dépanneuse de problèmes à la demande. Très bien, cria-t-elle. Sois comme ça, mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de ta famille. Je ne le ferai pas, dis-je. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Je l'avais fait.
J'avais enfin coupé le cordon. Les retombées seraient terribles. Mon père appellerait, déçu. Mes tantes et oncles seraient mobilisés, on leur raconterait une histoire larmoyante sur la façon dont j'avais abandonné ma sœur sensible. Mais en regardant autour de moi dans mon nouvel appartement, les plans du projet que je gérais, le diplôme que j'avais encadré et accroché à mon propre mur, je n'avais pas peur. Je me sentais libre. Chloé, en fin de compte, était l'incarnation de cette dynamique familiale. Elle était jolie, soignée et profondément vide. Toute sa vie avait été organisée par ma mère pour être une série de victoires sans effort. Quand elle échouait à un cours, mes parents engageaient un tuteur et se plaignaient au professeur. Quand elle recevait une contravention pour excès de vitesse, mon père payait l'amende et parlait à un type pour faire effacer les points. Sa profession principale était d'être charmante sans effort, une compétence qu'elle avait affinée à un point extrême. Elle pouvait vous désarmer avec un sourire éclatant, un compliment parfaitement timed, puis, dans le même souffle, demander quelque chose de scandaleux. Son intérêt pour ma vie était toujours pointu, toujours axé sur ce que j'avais qu'elle pouvait utiliser, ma voiture, mon appareil photo professionnel, mes relations. Cette fois, il voulait mon aide, mon goût. Il n'avait aucune idée que la seule chose que j'avais construite toute seule était une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, le panneau « La famille et de la famille » avait été enlevé pour de bon. Le silence a duré près d'un an, une année complète, heureuse et productive. Au cours de cette année, j'ai été promu d'architecte junior à chef de projet. Ma patronne, une femme redoutable nommée Cynthia, m'avait prise sous son aile. Elle était faite d'angles vifs et de perspicacité encore plus aiguës, et elle ne tolérait pas les excuses. Elle respectait les résultats. Sous son mentorat, je me suis épanoui. Le duplex de ma grand-mère, que mes parents avaient rejeté comme cette vieille chose, s'est avéré être une mine d'or. Le quartier se gentrifiait, et j'ai géré les rénovations moi-même, transformant le deuxième logement en location haut de gamme. Les revenus, combinés à mon salaire, me rendaient à l'aise. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre, je créais de la richesse. Je me suis aussi construit une nouvelle famille, un cercle d'amis du travail et de mon ancien programme d'études supérieures. Nous organisions des repas partage, faisions de la randonnée et célébrions les succès de chacun. Quand j'ai conclu l'achat de mon premier immeuble de placement, un petit condo que je prévois de revendre, ils m'ont organisé une fête de félicitations avec du champagne bon marché et un gâteau en forme de maison. C'était plus de célébration que ma propre famille ne m'en avait jamais donné. L'ancien monde, mes parents, ma sœur, s'estompait en arrière-plan. J'entendais parler d'eux par bribes de mes cousins. Chloé était Chloé. Elle jonglait entre 3 spécialités, accumulait une quantité impressionnante de dettes de cartes de crédit, que mes parents payaient consciencieusement, et avait développé une nouvelle passion dévorante, son image. Puis la famille prodigue est revenue. C'était un dimanche. J'étais à mon bureau en train d'esquisser un dessin pour un balcon en porte-à-faux quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai regardé le nom. 1 an. Cela faisait 1 an. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, mais une froide curiosité, le genre qu'un ingénieur ressent avant de tester une soudure, m'a fait répondre. Allô, Elina. Oh, Elina, ma chérie, c'est si bon d'entendre ta voix. La voix de ma mère était un raz-de-marée de douceur artificielle. C'était la voix qu'elle utilisait avec les directeurs de banque et les hôtes de restaurant quand elle voulait un surclassement. Salut, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui ne va pas? Rien ne va mal. Une mère ne peut-elle pas simplement appeler sa fille? Tu m'as manqué. Le mensonge était si flagrant que c'en était presque impressionnant. Vous avez mon numéro depuis 1 an, maman, dis-je, en me penchant en arrière sur ma chaise. Je sais, et je suis désolé, Elina. Je le suis vraiment. Ton père et moi, nous avons terriblement géré toute cette histoire de remise de diplôme. Nous avons eu tort. Chloé était. Eh bien, tu sais, Chloé, mais nous sommes plus vieux maintenant, plus sages. C'était nouveau, un scénario que je n'avais pas entendu, des excuses. C'était une manœuvre stratégique, et j'attendais que l'autre chaussure tombe. C'est juste que. Eh bien, Chloé finit par se ressaisir. Elle a décidé de passer à un merveilleux programme d'histoire de l'art. Il est temps pour elle de quitter le nid, tu sais, de enfin grandir, et nous voulons la renvoyer avec style. Voilà, l'autre chaussure. Nous voulons organiser une grande fête de départ pour l'université, s'enthousiasma Margaret.
Un vrai événement du genre tu es une adulte maintenant. Et Chloé, eh bien, elle a son cœur mis sur un seul endroit. Ça s'appelle le Willow Creek Conservatory. En as-tu entendu parler? Mon stylo a cessé de bouger. Entendu parler? J'y ai pratiquement vécu pendant 3 mois. Le Willow Creek Conservatory, dis-je, ma voix soigneusement neutre, est un bâtiment classé monument historique. La restauration a été achevée il y a 2 ans. Oui, exactement. C'est magnifique. Tout ce verre et ce travail du fer. Chloé l'a vu sur l'Instagram d'une influenceuse, et maintenant elle doit absolument la voir. Le problème, c'est que, eh bien, ils sont très exclusifs. Ils ne répondent même pas à mes appels. J'ai souri. Bien sûr que non. Le conservatoire n'était pas une salle des fêtes. C'était un chef-d'œuvre architectural. Il était géré par la Société historique de la ville. Et son directeur, le docteur Alistair Finch, était un homme notoirement grincheux qui se souciait plus de la menuiserie du 19e siècle que des influenceurs d'Instagram. Et Elina, ma chérie, continua ma mère, sa voix baissant dans un murmure conspirateur. Tu es une architecte maintenant, une grande et importante chef de projet. Tu as tellement de goût. Tu connais des gens. Nous espérions. Eh bien, nous espérions que tu pourrais t'en occuper. M'en occuper? Tu sais, juste passer les appels, réserver le lieu, gérer la logistique. Tu es si doué en logistique. Cela signifierait le monde pour Chloé. Cela signifierait le monde pour nous. Une vraie chance pour nous de nous réunir à nouveau en tant que famille. L'audace était à couper le souffle. Après un an de silence, il ne demandait pas seulement le pardon. Il demandait une faveur. Une faveur massive, coûteuse et chronophage. Une idée lente, froide et brillante a commencé à se former dans mon esprit. C'était un plan, complexe et précis. Maman, dis-je, ma voix s'adoucissant. Je ne sais pas. Oh, s'il te plaît, Elina. Ce serait le premier pas, une façon de guérir les choses. Chloé est désespérée. Elle a dit qu'elle ne peut pas trouver l'inspiration pour sa nouvelle vie sans cette fête. Je ne peux pas trouver l'inspiration. Le pur droit inaltéré. Le conservatoire est très difficile à réserver, dis-je, gagnant du temps. Et le docteur Finch, le directeur, il est pointilleux. Mais il vous écouterait, Margaret Presd. Une collègue professionnelle et architecte, pas juste une maman. Elle n'en avait aucune idée. Le docteur Finch n'avait pas seulement été un professeur dans mon programme de maîtrise. Il avait été mon directeur de thèse. Le conservatoire de Willow Creek était ma thèse. J'avais passé un été entier en stage sur la restauration, en me procurant personnellement les supports en fonte récupérés pour la mezzanine. Le docteur Finch ne me connaissait pas seulement. Il était mon mentor. Je pourrais peut-être passer un coup de fil, dis-je. Mais sans promesse. Oh, Elina, merci. Merci. Elle était presque en larmes de soulagement. Quel que soit le prix, réservez-le. Réservez tout. Obtenez le meilleur de tout. C'est le moment de Chloé. Le piège était tendu. Ma main était sur le levier. D'accord, maman, dis-je, ma voix pleine de la capacité sur laquelle elle s'était toujours appuyée. Je m'occupe de tout. Je raccrochai le téléphone et ouvris un nouveau fichier sur mon ordinateur. J'ouvris mes contacts et trouvai le numéro du docteur Finch. Ensuite, j'ouvris mon compte fiduciaire personnel. J'allais organiser pour ma sœur la fête la plus incroyable, extravagante et inoubliable, une fête dont elle avait toujours rêvé, et j'allais tout payer moi-même. La première étape était un appel téléphonique au docteur Finch. Elina, rugit-il au téléphone, sa voix aussi chaleureuse et résonnante que les vieux arbres qu'il aimait tant. Comment va ma brillante élève? Êtes-vous enfin en train de convaincre votre cabinet d'utiliser du mortier de chaux historiquement exact? J'y travaille, docteur Finch, ris-je. Écoutez, j'ai une requête un peu inhabituelle à vous faire. N'importe quoi. Vous êtes la seule stagiaire qui ait jamais réussi à cataloguer les plans d'archives sans pleurer. J'ai besoin de réserver le conservatoire. Il soupira. Oh, Elina, ne me dites pas que vous lancez une marque de style de vie. Nous sommes envahis. Nous avons eu 3 influenceurs différents qui ont essayé de mettre en scène un faux mariage ici ce mois-ci seulement. Rien de tel. Je vous le promets. C'est personnel.
Je veux organiser un gala privé. Un événement de célébration de réussite professionnelle et de gratitude. Je l'organise pour remercier tous les mentors et collègues comme vous qui m'ont soutenu pendant ma maîtrise. Un gala de gratitude, ma chère. C'est la chose la plus civilisée que j'ai entendue de toute l'année. Bien sûr. Prenez la date que vous voulez. C'est à vous. Pas de frais pour le lieu. Naturellement. Considérez cela comme un cadeau de fin d'études bien mérité. Je ressentis une pointe de culpabilité. Docteur Finch, c'est trop généreux. Je ne peux pas accepter ces sottises. Le conseil d'administration a un fonds d'engagement communautaire pour exactement cela. Vous êtes un atout pour la communauté architecturale. Promettez-moi juste qu'il n'y aura pas de confetti. Pas un seul morceau. Il promit. Mais docteur Finch, il y a encore une chose. L'événement est sensible. J'aimerais gérer tous les fournisseurs et la logistique moi-même, et j'ai besoin que toutes les communications passent par moi. Seulement par moi. Votre personnel peut-il être discret? Discret, Elina? Mon personnel gère quotidiennement les égos des donateurs de musées. Nous sommes des forteresses de discrétion. Vous êtes la cliente. Vous êtes aux commandes. Maintenant, quelle est la date? Je lui ai donné la date, le samedi avant que Chloé ne soit censée partir pour sa nouvelle école. Première étape terminée. Le lieu était réservé, et c'était gratuit. La deuxième étape était l'enquête. J'ai rappelé ma mère. D'accord, maman, j'ai tiré quelques ficelles. C'était difficile, mais j'ai une réservation provisoire pour la date maintenant. J'ai besoin de tout. La liste de rêves de Chloé. Chaque fournisseur, chaque détail. Le docteur Finch est pointilleux. Il insiste pour approuver l'ensemble de la vision, et il ne traitera qu'avec moi. Margaret était extatique. Oh, Elina, tu es une magicienne. Je vais demander à Chloé de t'envoyer son tableau de vision par email. L'email que j'ai reçu une heure plus tard était un chef-d'œuvre de prétention. C'était une présentation PowerPoint de 20 pages intitulée « Le départ pour l'université de Chloé, l'adieu de Willow Creek ». Il y avait tout, une pyramide de champagne, un traiteur spécifique, excessivement cher, un DJ qui cartonne sur TikTok, un mur de fleurs pour les photos, un thème personnalisé, des papillons monarques pour déployer ses ailes, même un lien vers la robe à paillettes à $300 qu'elle avait l'intention de porter. C'était extravagant, hors de prix et totalement Chloé. Et j'ai tout réservé. J'ai appelé le traiteur. Oui, j'aimerais réserver le forfait grand connaisseur. Oui, celui avec la pyramide de champagne et la sculpture de glace. L'événement est pour Madame Elina Russo. J'ai appelé le DJ. J'ai appelé le fleuriste. J'ai appelé la société de location pour le mobilier Couture Lounge. J'ai versé des acomptes massifs non remboursables sur ma carte de crédit personnelle, celle qui est liée à mon compte fiduciaire. J'ai signé chaque contrat avec mon nom, Elina Russo. Le plan se concrétisait. Ce n'était plus seulement une fête. C'était une déclaration. 2 semaines avant l'événement, ma mère a appelé, sa voix tendue d'une nouvelle sorte d'anxiété. Elina, chérie, j'étais juste en train d'appeler le traiteur pour discuter, tu sais, des options végétariennes pour ta tante Suzanne, et ils ont dit qu'ils n'avaient aucune trace d'une fête pour Chloé. Ils ont dit que l'événement est pour toi. C'est juste une erreur, n'est-ce pas? Un malentendu? La première confrontation, il était temps. Non, maman, dis-je calmement, en sirotant mon thé. Ce n'est pas une erreur. Le contrat est à mon nom. C'est moi qui paie les acomptes. Il y eut un silence stupéfait. Tu paies, Elina? Nous allions payer. Ça fait des milliers de dollars. Oui, acquiesçai-je. Environ 20 000 jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais comment? La question était un couinement. Mes parents vivaient confortablement, mais ils n'étaient pas assez riches pour dépenser 20 000 dollars pour une fête. Ils vivaient du salaire de mon père et d'une montagne de crédits soigneusement gérés. L'idée que moi, la petite Elina capable, et ce genre d'argent liquide dépassait complètement leur vision du monde. La fiducie de grand-maman, dis-je, les mots ayant un goût doux. Elle est arrivée à échéance le jour de mes 23 ans, tu te souviens? Le duplex se porte très bien. Tu as toujours dit que c'était juste une vieille chose, mais c'est assez rentable.
Je pouvais entendre son cerveau tourner, essayant de comprendre cela. D'une part, sa fille ennuyeuse et ingrate payait pour tout. D'autre part, cela signifiait que j'avais de l'argent. De l'argent dont elle n'était pas au courant. De l'argent que je ne lui avais pas donné. Eh bien, c'est merveilleux, chérie, dit-elle, sa voix tendue. Si généreux de ta part de faire ça pour ta sœur. Oh, non, dis-je. Tu es toujours confuse. Je ne fais pas ça pour Chloé. Je fais ça pour moi. Quoi? De quoi parles-tu? C'est ma fête. Je n'ai jamais eu de célébration pour ma remise de diplôme. Celle que tu as manquée. J'utilise juste le tableau de vision de Chloé parce que, eh bien, pourquoi pas? Elle a des goûts coûteux, et je peux me le permettre. La ligne est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le léger bourdonnement de la connexion. Elle a finalement compris. Ou du moins, elle commençait à comprendre. Elina, ce n'est pas drôle, murmura-t-elle. Je ne plaisante pas, maman. J'ai réservé le lieu. J'ai payé le traiteur. J'ai embauché le DJ. Et j'ai envoyé les invitations. Mais les amis de Chloé. Nous n'avons invité personne. Ne t'inquiète pas, dis-je, ma voix enjouée. Ma liste d'invités est déjà finalisée. Le docteur Finch, mon patron, Cynthia, toute l'équipe de mon cabinet, tous ces cousins qui m'ont réellement appelé après avoir obtenu mon diplôme. Ça va être une merveilleuse soirée. Je suis si heureuse que vous veniez tous me célébrer. Tu ne peux pas, crachota-t-elle. C'est la fête de Chloé. Nous allons te poursuivre en justice. Je ris. Un vrai rire, sincère. Me poursuivre en justice pourquoi? Pour organiser une fête pour moi? Pour payer avec mon argent? C'est vous qui m'avez demandé de m'en occuper. Et je l'ai fait. Les contrats sont à mon nom. L'argent provient de mon compte. C'est ma fête. Chloé, qui écoutait clairement au haut-parleur, laissa échapper un son comme une bouilloire qui bout. Tu es un monstre, cria-t-elle. C'est ma pyramide de champagne, mon mur de fleurs. Tu as volé ma fête? Volé, répondis-je, ma voix devenant glaciale. C'est un comble venant de la fille dont le week-end au spa a volé ma remise de diplôme. Tu ne peux pas voler quelque chose qui ne t'a jamais appartenu, Chloé. Tu as juste fourni l'inspiration. Et pour ça, merci. Je raccrochais. Je cliquais sur « Envoyer » sur le dernier lot de invitations. L'objet, vous êtes invité, une soirée de gratitude et de nouveau départ. Le piège n'était pas seulement tendu. La porte était fermée. La semaine précédant la fête a été une symphonie de chaos, et j'en étais le chef d'orchestre silencieux et souriant. Mon téléphone a explosé. Tout d'abord, c'était ma mère qui laissait une série de messages vocaux de plus en plus hystériques. Ils oscillaient sauvagement entre « Elina, tu es en train de briser cette famille, ah, chérie, parlons-en. Nous pouvons faire des compromis, et mon préféré, ton père est très déçu de ton manque de courtoisie. » Puis vint mon père, l'éternel conciliateur passif, finalement sorti de sa léthargie. Elina, commença son message vocal, sa voix lourde d'une gravité forcée. 7. Cette pitrerie est profondément immature. Tu blesses ta sœur. Tu embarrasses ta mère. Quel que soit le message que tu penses faire passer, tu l'as fait passer. Maintenant, sois une bonne fille, appelle les prestataires et mets le nom de ta sœur sur l'événement. Lui aussi a été accueilli par le silence. Chloé a prévisiblement eu recours aux médias sociaux. Elle ne m'a pas nommé, bien sûr. Elle a publié une vidéo en noir et blanc larmoyante sur son Instagram. Je me sens tellement trahi en ce moment, a-t-elle chuchoté, une seule larme traçant un parfait chemin scintillant sur sa joue. Vous pensez connaître les gens, et puis ils vous prennent tout votre rêve. Priez pour moi. Tout était prévisible. Ils étaient tellement habitués à ce que je sois la personne compétente, celle qui absorbait leurs drames et réglait tranquillement leurs problèmes, qu'ils n'avaient aucune idée de comment gérer Elina la stratège. Ils pensaient que c'était une crise de colère. Ils ne réalisaient pas que c'était une démolition. Pendant ce temps, je préparais mon dossier. Mes invitations avaient été accueillies avec un enthousiasme débordant. Mes collègues étaient ravis. Mes mentors comme le docteur Finch et Cynthia étaient touchés. Mes parents éloignés, ceux qui avaient été mis à l'écart par le programme,
Chloé d'abord, de ma mère pendant des années, était en extase. Il était temps, Elina, rugit ma tante Rosa, la sœur de ma grand-mère, au téléphone. Cette chipie à toi mène la danse depuis trop longtemps. Je serai là avec des clochettes, et j'apporte mon fameux flan. L'affaire n'était pas seulement une question de mes sentiments. Il s'agissait de faits concrets et froids. J'avais les reçus, tous. La confrontation finale a eu lieu, comme je savais qu'elle devait se produire, en personne. C'était la veille de la fête. J'étais au conservatoire en train de faire une dernière inspection avec le fleuriste. Nous discutions de la nuance exacte de corail pour les coussins du salon quand les portes vitrées de l'atrium s'ouvrirent en grand. Entra en scène la trinité infernale, Margaret, David et Chloé. Chloé était en mode héroïne tragique, portant des lunettes de soleil noir à l'intérieur et tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir. Margaret ressemblait à un général dont l'armée avait déserté. Mon père avait juste l'air fatigué. Elina, la voix de ma mère était basse et menaçante. Arrête ça tout de suite. Le fleuriste, un homme charmant nommé Marco, me regarda avec de grands yeux alarmés. Marco, voici ma famille, dis-je calmement. Pourriez-vous nous laisser un instant? Et juste un rappel, restons au blanc et alors pour la sculpture de glace papillon monarque. Le rendu que Chloé a fait était juste un peu kitsch. Chloé halta comme si je l'avais frappé physiquement. Marco acquiesça. Blanc et or. Élégant, comprit et s'éloigna en courant. Comment oses-tu, siffla Margaret, marchant droit sur moi. Comment oses-tu nous humilier de la sorte? Je ne vous humilie pas, maman. Vous faites un excellent travail de ce côté-là toute seule. C'est ma fête. Chloé cria, arrachant ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, mais il était difficile de dire si c'était à cause des pleurs ou de la rage. Tu nous as piégés. Tu as utilisé mon tableau de vision. Oui, acquiesçai-je, en regardant ma montre. Et c'était très utile. Bien que ton goût en matière de digi soit discutable, je l'ai embauché quand même. Il est très enthousiaste. Elina, ça suffit, dit mon père, en s'avançant. Tu t'es amusé. Tu as fait passer ton message. Maintenant, nous sommes là pour reprendre les contrats. Nous te rembourserons les acomptes. Cette fête est pour Chloé. Je souris. Il était temps de présenter la preuve irréfutable. Me rembourser? Oh, papa, tu ne peux pas, ne sois pas ridicule. Je vais te faire un chèque tout de suite. Tu ne peux pas, répétai-je, parce que tu n'en as pas les moyens. Et même si tu le pouvais, les contrats sont non transférables. Je suis la cliente. Madame Elina Russo. Nous verrons ça, rétorqua Margaret, sortant son téléphone. Je vais appeler le traiteur moi-même et lui dire quoi? Je l'interrompis. Que la femme qui les a payés intégralement il y a 2 jours n'est pas la vraie cliente. Que les vrais clients sont ceux qui n'ont pas payé, qui ne pouvaient pas payer. Je me suis dirigé vers ma mallette, que j'avais posée sur une table de bistrot. J'en ai sorti un document d'une seule page. Ceci, dis-je, est la facture finale détaillée. Coût total, 28 450 $. Je l'ai payé avec mon compte en fiducie. Celui que grand-maman m'a laissé. Celui que tu m'as dit de laisser ton père gérer. Le visage de mon père est devenu cendré. Il connaissait leur situation financière. Il savait qu'ils ne pouvaient pas faire ce chèque sans hypothéquer leur maison. Mais c'est Chloé qui était vraiment en train de craquer. La réalité lui tombait dessus. Ce n'est pas juste. Non, dis-je, en me tournant vers elle. Ça ne l'était pas. Ce n'était pas juste que je travaille 2 emplois pour payer mes frais de scolarité pendant que tu allais à Cancun. Ce n'était pas juste que j'étudie pour mes examens finaux dans une salle d'attente d'hôpital pendant que papa subissait sa petite opération pendant que toi et maman étiez à Paris. Et ce n'était vraiment pas juste que je sois assise seule, malade de la grippe, à ma propre remise de diplôme de maîtrise pendant que toi et maman preniez des bains debout. L'atrium était silencieux. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Le visage de ma mère était un masque de fureur froide. Ce n'est pas juste une fête, Chloé, dis-je, ma voix calme et résonnant dans l'immense espace vitré. C'est une conséquence. C'est la facture qui arrive à échéance. Vous avez tous vécu sur ma capacité toute ma vie. Vous vous êtes tous nourris de ma compréhension. Eh bien, la banque est fermée. Le compte est vide. Alors,
tu ne vas pas nous laisser entrer, murmura Chloé, sa voix enfantine. Oh, si, dis-je. Vous êtes tous invités. En fait, je compte sur votre présence. Ma mère leva les yeux, la suspicion dans les siens. Quoi? Soyez là demain soir, 19h, sur votre 31. Je ne voudrais pas que vous manquiez ça. J'ai ramassé ma mallette, redressé ma veste et suis passé devant eux. Tu nous laisses venir, m'a appelé mon père, une note d'espoir pathétique dans sa voix. Je me suis arrêté à la porte et me suis retourné. Je ne vous laisse pas venir, dis-je. Je vous attends. Après tout, qu'est-ce qu'une fête sans événement principal? Ils n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était une concession, une branche d'olivier. Ils n'avaient toujours aucune idée de ce dont j'étais capable. Le soir de la fête, j'ai ressenti un calme que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. J'avais passé l'après-midi dans un spa, un vrai, pas le complexe touristique à bas prix que Chloé et ma mère fréquentaient. J'avais eu un massage, une manucure et mes cheveux et mon maquillage avaient été faits par des professionnels. Je portais une robe sur mesure dans un vert émeraude architectural profond. C'était élégant, puissant et cela coûtait plus cher que ma première voiture. Je suis arrivé au conservatoire à 18h30. C'était à couper le souffle. Marco, le fleuriste, s'était surpassé. L'atrium était rempli d'orchidées blanches et d'élégantes touches dorées. La sculpture de glace papillon monarque était un chef-d'œuvre abstrait scintillant. Le mobilier de salon était disposé en alcôves intimes et sophistiquées. Le DJ jouait un set d'ambiance étonnamment de bon goût. Et au centre de tout cela, la pyramide de champagne attendait, une pyramide de cristal chatoyant. Mes invités ont commencé à arriver. Le docteur Finch, élégant dans un blazer de velours, me baisa la main. Elina, ma chère, vous avez sauvé ce bâtiment. Il n'a jamais été aussi beau. Cynthia, ma patronne, est arrivée avec son mari, m'a tendu une bouteille de scotch de 30 ans et m'a dit, Russo, bien. Tu apprends enfin à dépenser ton argent pour autre chose que des outils de dessin anciens. Ma tante Rosa est arrivée avec une phalange de cousins, son flanc tenu haut comme un trophée. La voici, la reine. Regarde-toi, Mija. Tu ressembles à ta grand-mère. La salle s'est remplie de rires, de félicitations, de gens qui étaient là sans équivoque pour moi. C'était bouleversant. À 19h15, ils sont arrivés. Je les ai vus à travers les portes vitrées, Margaret, David et Chloé. Ils étaient, comme je l'avais demandé, sur leur 31. Chloé portait sa robe de rêve à paillettes à $300. Margaret portait une robe rigide de mère de la mariée. Mon père portait son plus beau costume. Il ressemblait à une famille parfaite et heureuse. Ils ont marché jusqu'à la porte d'entrée où j'avais posté 2 agents de sécurité professionnels, très grands. J'avais également embauché une charmante jeune femme nommée Anna pour gérer la liste des invités sur une tablette. Je regardais depuis la mezzanine pendant qu'ils approchaient. Nous sommes là pour la fête, annonça Margaret, sa voix un peu trop forte. Anna, la responsable du registre, sourit vivement. Merveilleux. Et quel est le nom? Russo. Bien sûr. Je suis Margaret Russo. Voici mon mari, David, et ma fille, Chloé. Nous sommes les invités d'honneur. Anna tapota sur sa tablette. Son sourire ne vacilla pas, je suis désolé. Je n'ai pas de Margaret, David ou Chloé Russo sur la liste. Quoi? La voix de Margaret se fissura. C'est ridicule. C'est notre fête? Elina. Elina. Elle m'avait repéré. J'ai souri, fait un signe de la main et commencé ma descente par le grand escalier en fonte. Tous les regards de la pièce se sont tournés. La musique s'est adoucie. Je me sentais comme la star de mon propre film. Maman, papa, Chloé, dis-je, ma voix amplifiée juste un peu par l'acoustique parfaite de l'atrium. Vous êtes là. Merveilleux. J'avais tellement peur que vous ne veniez pas, Elina, quelle est la signification de ceci, demanda mon père, son visage virant à une teinte dangereuse de rouge en voyant les agents de sécurité. Dis à cette jeune femme de nous laisser entrer. Oh, dis-je, feignant la confusion. Mais vous n'êtes pas sur la liste. Ce n'est pas drôle, Elina, rétorqua Chloé. C'est ma robe, mon thème. Tu ne peux pas juste ne pas me laisser entrer. Je peux, dis-je, ma voix se durcissant.
Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est ma fête, payée avec mon argent, dans un lieu que j'ai réservé pour célébrer ma remise de diplôme. Je me suis tourné vers les invités assemblés, qui regardaient avec une attention captivée. Tout le monde, lançait je, ma voix claire et forte. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, j'ai appelé cela un gala de gratitude, et je le pensais. Je voulais vous remercier tous, mes amis, mes mentors, ma vraie famille, de m'avoir soutenu. Il y a un an, j'ai obtenu ma maîtrise. C'était un grand jour pour moi, mais ma famille immédiate, Margaret, David et Chloé ici, n'ont pas pu venir. Un murmure parcourut la foule. Tante Rosa croisa les bras, hochant lentement la tête. Vous voyez, continuai-je, ils avaient quelque chose de très important à faire. Chloé, ma sœur, était tellement stressée avant ses examens de première année que mes parents l'ont emmenée en week-end au spa à la place. Le murmure s'est transformé en un halètement collectif et scandalisé. Le docteur Finch avait l'air absolument furieux. Pendant un an, dis-je, en regardant directement ma mère, j'ai attendu des excuses, une reconnaissance, quoi que ce soit. Au lieu de cela, un an plus tard, ils m'ont appelé, non pas pour s'excuser, mais pour me demander d'organiser cette fête, l'adieu de rêve de Chloé. Ils voulaient que j'utilise mon goût, mes relations, ma capacité à leur donner ceci, je fis un geste vers la belle pièce. Et c'est ce que j'ai fait, dis-je. J'ai utilisé mes relations pour obtenir le lieu. J'ai utilisé mon argent, l'argent de la grand-mère qu'ils ont ignoré, pour tout payer. J'ai utilisé le tableau de vision de Chloé pour le planifier. Et j'ai invité tous ceux qui comptent vraiment pour moi. Elina, implora mon père, sa voix se brisant. Ne fais pas ça. Faire quoi, papa? Dire la vérité? Tu m'as appris que les actions ont des conséquences. Ceci est une conséquence. Vous m'avez tous appris que la famille n'est qu'un mot que vous utilisez pour obtenir quelque chose. Eh bien, j'apprends à l'utiliser aussi. Et ma famille est dans cette pièce. Vous ne l'êtes pas, Chloé a finalement craqué. Ce n'était pas la larme lente et tragique d'une héroïne. C'était un sanglot laid, glouton et furieux. Tu as ruiné ma vie. Je ne pourrai plus jamais montrer mon visage. Tu iras bien, dis-je, ma voix plate. Maman et papa t'achèteront une nouvelle fête. Ils le font toujours. Je me suis tourné vers ma mère. Son visage était blanc, ses yeux pleins d'une haine si pure qu'elle était presque belle. Ce n'est pas fini, Elina, murmura-t-elle. Oh, si, dis-je. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. Anna, je m'appelle Elina Russo. Ces 3 personnes sont Margaret, David et Chloé Russo. Ils ne sont pas sur ma liste. Ils sont en intrusion. L'agent s'avança. Madame, monsieur, vous allez devoir partir. Ils sont restés là, stupéfaits, vaincus. Alors que l'agent commençait doucement mais fermement à les escorter, je me suis retourné vers mes invités. J'ai pris un verre de champagne à un serveur qui passait. J'ai levé mon verre. Au nouveau départ, dis-je, et enfin, à être comprise. La salle a éclaté en applaudissements. En voyant les silhouettes de ma famille disparaître à travers les portes vitrées, je me suis retourné, me suis dirigé vers la pyramide de champagne et ai versé le premier verre. C'était la boisson la plus douce que j'ai jamais goûtée. La fête a été, de l'avis de tous, légendaire. Nous avons dansé. Nous avons mangé. Le flanc de tante Rosa a disparu en 10 minutes. Cynthia et le docteur Finch se sont lancés dans un débat profondément ringard et très bruyant sur l'architecture brutaliste. Mes collègues ont vu une nouvelle facette de moi, et j'ai vu une nouvelle facette d'eux. Pour la première fois, je n'étais pas Elina la compétente, ou Elina la responsable. J'étais juste Elina, et je passais le meilleur moment de ma vie. Les retombées, bien sûr, ont commencé le lendemain matin. Ma mère, fidèle à elle-même, avait lancé une campagne de diffamation. Elle a appelé tous les parents qu'elle pouvait, dépeignant le portrait d'une fille froide, cruelle et manifestement instable qui avait volé la fête de sa sœur et humilié ses parents vieillissants. Cela s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Elina, vint l'appel de mon oncle Marc. Ta mère vient de m'appeler, elle a dit que tu avais organisé une fête et que tu l'avais mise à la porte. C'est à peu près le résumé, oncle Marc, dis-je, me préparant. Il resta silencieux un instant. Puis il rugit de rire. Bien joué, gamine.
Il était temps que quelqu'un remette Margaret à sa place. Elle est insupportable depuis 30 ans. Ta grand-mère, que Dieu ait son âme, a toujours dit que tu étais la seule dans cette maison avec une colonne vertébrale en acier. Je suppose qu'elle avait raison. Le consensus était le même. Tante Rosa avait déjà empoisonné le puits avec la vérité, et les crises d'hystérie de ma mère n'ont fait que confirmer ce que tout le monde pensait tranquillement depuis des années, que Chloé était gâtée et que mes parents étaient des imbéciles. La chute de ma famille n'a pas été publique et enflammée. Elle a été silencieuse et dévastatrice. Les amis de Chloé, qui avaient tous vu ses posts Instagram en larmes, s'attendaient à voir des photos de la fête de Willow Creek quand il n'y en a pas eu. Et quand les photos de ma fête, gala de gratitude, sont apparues, les questions ont commencé. La vérité, par bribes, a éclaté. Chloé n'a pas été trahie. Elle était prétentieuse. Son adieu de rêve est devenu une blague. Son véritable adieu, ai-je entendu dire, a été un triste barbecue dans le jardin avec quelques amis de Margaret, qui, j'en suis sûr, étaient profondément inquiets pour moi. Mon père m'a envoyé un seul texto. Je suis désolé pour ta mère. Elle est juste. Eh bien, je suis désolé, c'était la première et la seule excuse que j'ai jamais reçue de lui. C'était faible. C'était passif. C'était lui. Je n'ai pas répondu. La dernière pièce de justice est arrivée une semaine plus tard. J'ai reçu une lettre recommandée du conservatoire de Willow Creek. Elle ne venait pas du docteur Finch. Elle venait de leur service juridique. C'était une facture de $2500. C'était pour des services de sécurité supplémentaires rendus spécifiquement pour le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour gérer et retirer les personnes perturbatrices non invitées d'un événement privé. Ils avaient également, à ma demande, inclus les dommages causés à l'aménagement paysager, car apparemment ma mère avait renversé un olivier en pot très cher dans sa fureur. J'ai souri. J'ai payé la facture, bien sûr. Ensuite, j'ai transmis une copie de la facture payée à l'adresse email de mon père, à mon réseau professionnel au travail. La ligne d'objet était vide. Je n'ai jamais su s'il m'avait remboursé. Je m'en fichais. Ce mois-là, j'ai utilisé le reste de la fiducie de ma grand-mère et les bénéfices de ma première revente de condo pour verser un acompte sur ma propre maison. Ce n'était pas un duplex. C'était un loft magnifique et lumineux dans un entrepôt transformé, tout en briques apparentées en poutres d'acier d'origine. C'était un bazar, mais c'était mon bazar. L'histoire se termine avec moi 6 mois plus tard dans ce loft. Les rénovations sont presque terminées. Je suis assise sur un sol en béton. Des plans, mes plans pour ma vie, sont étalés autour de moi. Mon téléphone vibre. Ce n'est pas ma famille. Ce sont mes amis, qui se demandent quand aura lieu ma pendaison de crémaillère.